Cette semaine, les marchés financiers ont fait quelque chose que la Suisse maîtrise mieux que n'importe quel pays au monde, du tri sélectif. Alors, vous savez, ce moment du samedi matin, vous descendez à la déchetterie avec vos sacs et vous mettez le pet d'un côté, le carton de l'autre, l'alu dans le petit trou rond et les piles dans la boîte grise. Wall Street a fait exactement pareil avec l'actualité. Il y a eu 6 ou 7 nouvelles majeures cette semaine. Le marché en a gardé une seule, et il a foutu tout le reste dans le container. La nouvelle qu'il a gardée, c'est l'inflation américaine qui est passée de 3,5 à 3,4%, un dixième de % de mieux. Et sur cette base, on a décidé collectivement que la Réserve fédérale, la Fed, allait pouvoir rester assise sur ses mains au mois de septembre. Le S&P 500 a donc fini la semaine dans le vert, le Russell 2000 a signé un record absolu et l'indice de la peur, le VIX, est tombé à son plus bas depuis le 31 décembre 2025. Le 31 décembre 2025, souvenez-vous, pas de guerre dans le Golfe, pas de détroit d'Ormuz verrouillé et des taux longs américains à des niveaux plus ou moins normaux. Et dans le container, on a mis les navires attaqués dans le détroit d'Ormuz, le consommateur américain qui vient d'arrêter de consommer, la confiance des ménages qui s'écroule, le 30 ans américain qui tape les 5,26 et un baril qui a repris plus de 5% en 5 séances. Voilà. Toute l'émission tient là-dedans et dans 2-3 autres trucs aussi, mais cette semaine, le marché a trié ses nouvelles comme on trie ses déchets. Il a gardé le dixième de % de l'inflation et il a jeté la guerre. On va voir comment on en arrive là et surtout, on va voir qui, dans cette histoire, refuse obstinément de participer au tri. Bienvenue dans ce Swiss Bliss, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 15 août 2026. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. On va commencer par le décor d'abord, parce que tout le reste en découle assez naturellement. Donc comme tous les matins, depuis le mois de février, on ouvre son écran et on vérifie si le détroit d'Ormuz est ouvert ou fermé. Cette semaine, c'était fermé, peut-être ouvert, fermé et vendredi soir, fermé, avec des trous dans la coque. Lundi, les gardiens de la Révolution expliquaient que le passage restera verrouillé tant que Washington n'acceptera pas toutes leurs conditions. Toutes leurs conditions. C'est plus une négociation, c'est une reddition avec facture en fichier attaché. Le baril s'est donc envolé de près de 5% sur la journée. Et là, il faut comprendre ce que ça représente physiquement. Parce que les pourcentages, on finit par plus les voir. En temps normal, à peu près 1/5 du pétrole mondial passe par ce détroit, vous le savez. En volume, ça fait un super tanker toutes les 2h30, jour et nuit, week-end compris, depuis 50 ans. Un bateau de 350 mètres qui sort du Golfe pendant que vous dormez et pendant que vous êtes coincé dans les bouchons. Aujourd'hui, 0. Et vendredi, 2 qui ont essayé quand même de passer et se sont fait tirer dessus. Le trafic est maintenant quasiment à l'arrêt total. Mardi, coup de théâtre, le ministre pakistanais de la Défense, c'est le personnage le plus fascinant de la semaine d'ailleurs, annonce aux journalistes que les États-Unis et l'Iran sont proches d'un certain arrangement et que ça évolue en faveur de la paix. Le Brent qui venait de passer les $90 dévisse instantanément sous les 87. Les traders achètent la paix comme on achète des croissants, vite, sans réfléchir et surtout sans vérifier la date. C'est d'ailleurs une constatation assez impressionnante ces derniers temps. On est vraiment très réceptif à une éventuelle paix au Moyen-Orient. En revanche, on se fout totalement de la guerre qui n'a plus aucune influence sur les marchés financiers. C'est complètement pricé. Au pire, ça ira mieux. Il n'y a plus que le pétrole qui bouge encore. Bref, 3 heures plus tard, le baril était déjà remonté. Le marché n'a même pas tenu une séance. Et c'est ça qui compte, c'est ça qui est intéressant. L'annonce de paix ne fait plus effet plus d'une journée. C'est un antidouleur qu'on prend depuis 6 mois, donc il faut augmenter la dose à chaque fois. Et la dernière n'a tenu que jusqu'au petit déjeuner. Mercredi, Trump remet une pièce et déclare que les États-Unis contrôlent totalement le détroit et qu'ils vont le garder. Jeudi, son secrétaire au Trésor, Scott Bessent, menace l'Iran d'un isolement économique comme le monde n'en a jamais vu. Et Papy Trump ajoute que son blocus, à lui, son blocus de fer, mènera le régime à la ruine parce que les Iraniens ne pourront bientôt plus payer leurs soldats. Alors permettez-moi juste une toute petite pause. Menacer d'isolement économique comme le monde n'en a jamais vu un régime qui vit sous sanction depuis 1979, c'est à peu près aussi crédible que de menacer de noyer un poisson. Et un pays capable de bloquer 1/5 du pétrole mondial avec quelques vedettes rapides et 2 missiles anti-navires,
n'a pas un problème de trésorerie, il a peut-être un problème de fournisseur de missiles, mais pas de trésorerie. Bilan de la semaine, le Brent finit autour des 88,60 en hausse de plus de 5% et l'Agence internationale de l'énergie a discrètement revu à la baisse ses prévisions de consommation mondiale en expliquant qu'un pétrole durablement cher finit par tuer sa propre demande. Traduction pour les gens normaux, à un moment les gens arrêtent de rouler, c'est la seule solution que le marché ait trouvé au problème de l'offre, casser la demande. C'est aussi pratique qu'un plombier qui règle une fuite en coupant l'eau de tout l'immeuble. Toujours est-il que ce samedi matin, 15 août 2026, on n'est pas plus avancé qu'avant du côté d'Ormuz. C'est toujours plus ou moins ouvert ou plus ou moins fermé selon le service de presse qu'on écoute. Et les Américains ont changé de stratégie. Dorénavant, ils veulent isoler l'Iran économiquement pour les mettre à genoux, comme l'Europe a voulu faire avec Vladimir Poutine. D'ailleurs, ça a super bien fonctionné. Le second sujet de la semaine, c'est l'inflation. Alors si vous n'en avez pas entendu parler 200 fois cette semaine, c'est que vous n'étiez pas connecté en vacances ou sur une île où il n'y a pas de réseau. Ou alors à côté de chez moi, parce que là aussi, il n'y a pas trop de réseau. Mercredi à 14h30 heure suisse, le rendez-vous. L'inflation américaine de juillet ressort à 3,4% sur un an contre 3,5% en juin. Sur le mois, plus 0,1%, pile sur les attentes, ni bonne ni mauvaise surprise. Grosso modo, rien. Et pourtant, ce chiffre a réécrit toute la semaine parce que, et c'est le truc que beaucoup n'ont encore pas intégré, on ne vit plus dans un monde où le débat porte sur le nombre de baisses de taux. On vit dans un monde où le débat porte sur la prochaine hausse. Lundi matin, le marché donnait 77% de probabilité à une hausse des taux de la Fed d'ici la fin de l'année. 77%. Jeudi, après le PPI, on était retombé à environ 35% de chance de hausse en septembre. Vendredi soir, une confortable majorité de 2/3 pariait sur un statu quo pur et simple. Prenez la mesure de la chose. En 3 jours, sur la base d'0,1% parfaitement conforme aux attentes, le marché a fait un demi-tour complet sur la politique monétaire de la première puissance économique mondiale. 1/10. Grosso modo, c'est la marge d'erreur d'un thermomètre de barbecue. On a donc passé le mercredi après-midi à célébrer une photo instantanée d'une époque qui n'existe déjà plus. Je rappelle pour mémoire que le pétrole a passé la plupart du mois de juillet à monter. On peut donc s'estimer heureux que l'inflation soit autant contenue. J'ai presque envie de dire que c'est carrément mystérieux d'avoir des chiffres aussi bons avec un pétrole qui a quand même passé grosso modo de 68 à 84 $ sur le mois de juillet. Vendredi, autre chiffre économique, et là c'est beaucoup plus sérieux. Vente de détail américaine de juillet, moins 0,6% sur le mois. C'est le plus mauvais chiffre depuis plus d'1 an, alors qu'on attendait une toute petite hausse. Et dans le même paquet, la même journée, l'enquête de l'Université du Michigan sur le moral des ménages à 51 contre 54,5 en juillet. On attendait une érosion marginale, on a eu carrément un décrochage. Alors soyons honnêtes, juste 3 minutes. L'économie américaine, c'est 2/3 de consommation. Le consommateur américain, c'est le moteur de la croissance, c'est le moteur de la consommation. Et cette semaine, on apprend que le moteur a des ratés en pleine période où l'essence coûte plus cher, où l'emploi ralentit, les chiffres de vendredi dernier étaient déjà mauvais et où l'épargne accumulée pendant le Covid a été bouffée jusqu'au dernier dollar. Donc, comment le marché a-t-il traité l'information? Comment est-ce qu'il l'a triée? Dans quelle poubelle il l'a mise correctement? Dans quel conteneur? Il l'a mis dans le conteneur directement, le truc où on ne sait pas quoi mettre dedans, parce qu'un consommateur fatigué, ça veut dire une économie qui ralentit. Et une économie qui ralentit, ça veut dire une Fed qui ne monte pas assez tôt. Et il n'y a que ça qui compte. Donc, mauvaise nouvelle égale bonne nouvelle. Encore une fois, on connaît la chanson, on la chante depuis un bon moment d'ailleurs. Sauf qu'il y a un moment où le ralentissement cesse d'être une bonne nouvelle pour les actions, et ce moment arrive toujours en retard, toujours brutalement, et toujours quand plus personne ne s'en méfie, quand on a un tout petit peu trop confiance. Et là, on arrive donc au vrai sujet de la semaine, celui dont on parlera encore dans 6 mois. Vendredi, le 30 ans américain a bondi de 5 points de base pour aller taper les 5,26. C'est son plus haut niveau depuis 2007, juin 2007. Le 10 ans est remonté à 4,69 et le 2 ans à 4,17. Et les bons du Trésor ont pris son taux plus bas depuis 19 ans. Mais le plus important, c'est pas le niveau, c'est la contradiction. Regardez plutôt. Cette semaine, le marché s'est convaincu lui-même que la Fed ne monterait pas ses taux avant la fin de l'année. Logiquement, quand la Banque centrale devient moins agressive, les rendements obligataires sont censés baisser. C'est la mécanique de base, c'est celle qu'on apprend le premier jour quand on rentre dans une salle de trading. Or, cette semaine, les anticipations de hausse se sont effondrées et les taux longs, ils ont grimpé. Les deux en même temps. Ça n'a aucun sens du point de vue théorique. Ça en a beaucoup plus dans la vraie vie parce que ce que l'obligataire est en train de dire, c'est « je me fous de ce que fait la Fed dans 3 semaines ».
Mon problème, c'est la quantité astronomique de dettes que le Trésor américain doit refinancer. C'est l'inflation importée par un baril à 88 $ et par un détroit fermé. C'est la durée et c'est l'idée que ce truc-là ne se résorbe pas tout seul. La barre des 40 000 milliards de dettes fédérales, on va la franchir, on est en train de la franchir. À ce stade, c'est peut-être qu'un détail comptable pour vous, mais entre taux longs qui montent et dettes qui explosent, rien que le remboursement annuel des intérêts de la dette sont plus élevés que le budget de l'armée américaine. Et visiblement, on n'est pas prêt de revenir à des taux plus arrangeants. Et le problème n'est pas qu'américain. Le 10 ans français est monté à 4,05, le Bund allemand est repassé au-dessus des 3,20, le 10 ans japonais frise les 2,90, et on parle bien sûr de monter les taux en septembre. Là-bas, au Japon. Toute la planète paye sa dette plus cher en même temps, la même semaine. Une dette qui ne diminue pas, qui ne diminue plus et qui n'est vraiment pas prêt de le faire. Il ne faudrait pas croire que je parle que de choses déprimantes, bien sûr. Il s'est passé un vrai truc joyeux quand même cette semaine, et il vient d'Asie. Après une saison de résultats compliqués où les semi-conducteurs avaient publié de bons chiffres et s'étaient quand même fait ramasser à la pelle à neige parce que tout était déjà dans les prix, le secteur est reparti, vous l'avez vu. Jeudi, le Kospi coréen a pris 3,56%, tiré par Samsung à près de 5% de hausse et Hynix qui prenait 6%. Le Nikkei a suivi et à Wall Street mercredi, CoreWeave et Supermicro ont pris chacun plus de 19% en une séance après avoir sorti des perspectives optimistes sur l'infrastructure d'intelligence artificielle. 19% en une séance sur des perspectives, pas sur des bénéfices, sur des perspectives. On loue de la puissance de calcul à l'heure comme d'autres louent des échafaudages. On promet que les commandes vont pleuvoir et le titre prend 1/5 de sa valeur dans l'après-midi. Donc oui, la tech va bien, la tech va super bien, la demande d'infrastructure IA est réelle et je ne vais pas faire semblant du contraire. Et puisque j'ai été positif pendant 12 secondes, on va rétablir un peu l'équilibre. Un secteur qui reprend 19% en une séance sur des promesses, c'est pas un secteur qui est en bonne santé, c'est un secteur sous perfusion narrative. La différence entre les deux, on la découvrira plus tard. Toujours est-il que la mémoire est devenue la nouvelle ruée vers l'or et tant que la pénurie est là, ça va continuer de rigoler. Tout le secteur est à nouveau en bull market après avoir marqué le pas pendant 2 semaines au moins. Si vous regardez le chart qui s'affiche, on se rend compte de l'amplitude du swing. Après la folie du printemps sur le secteur de la mémoire, l'indice qui avait été tiré par la thématique de la mémoire avec Samsung et Hynix, qui représentaient quand même la moitié de l'indice, l'indice s'est pété la figure pour plusieurs raisons. Les prises de profit, le fait que les 3/4 de la population coréenne ont investi en levier et se sont fait massacrer par les margin calls dans la descente finale qui a été achevée par l'explosion du hedge fund américain Situational Awareness de Leopold Aschenbrenner. Le bilan du mois de juillet était une claque de 44%. Depuis la fête nationale suisse, le Kospi est remonté de 33%. Pour info, à partir de 20% depuis les points bas, on est en bull market. Et puis on termine avec 3 lignes sur le yen parce que ça ne fait la première page nulle part et que c'est exactement pour ça qu'il faut quand même en parler. Le yen est retombé à 159 pour $1 sur un déficit inattendu du compte courant japonais. Fin juillet, Washington et Tokyo, souvenez-vous, avaient dû procéder à une intervention conjointe sur l'échange pour empêcher la devise de sombrer à un plus bas de 40 ans. Il y a 15 ans, ça occupait les chaînes d'infos pendant au moins une semaine. Là, ça a duré grand max une matinée. Le Japon est le premier créancier étranger des États-Unis et sa monnaie est en train de partir en vrille. Et les États-Unis préféreraient lui prêter de l'argent pour soutenir sa monnaie plutôt que les Japonais décident de vendre toutes les obligations US qu'ils détiennent. Pour l'instant, le graphique est aussi passionnant qu'une notice de radiateur, mais on voit bien que balancer des tonnes et des tonnes de milliards pour soutenir une monnaie ne sert pas à grand-chose puisque dans les mois qui suivent, le tsunami reprend ses droits. On a l'impression que vouloir soutenir le yen, c'est à peu près aussi efficace que de tenir une poignée de sable dans sa main. Mais bon, tout ça on en reparlera quand ça pètera. Alors qu'est-ce qui relie tout ça? Une seule chose, le marché a eu le choix entre 2 histoires et il a pris la plus confortable, bien sûr. Histoire numéro 1, vous avez l'inflation qui ralentit d'1/10, la Fed peut souffler, l'IA remplit les carnets de commandes, les résultats ont été solides, on est en août, il fait chaud et la VIX est à 14, donc achetons. Histoire numéro 2, un détroit stratégique est fermé depuis 6 mois avec des bateaux qui se font canarder, le pétrole a repris 5% en une semaine, le consommateur américain vient de rendre les armes, les taux longs mondiaux explosent simultanément, le Japon tient sa monnaie avec du scotch et personne ne sait comment on refinance les montagnes de dettes qui arrivent à échéance. Les 2 histoires sont vraies, absolument vraies, en même temps, synchrones. Simplement, la première permet de partir en vacances tranquille, et la deuxième, elle nous oblige à réfléchir et à se poser des questions. En plein mois d'août, avec des volumes au plus bas de l'année, dans une salle de marché où il reste 3 personnes, dont un stagiaire, devinez laquelle on va choisir.
Ce qu'il faut saisir dans tout ça, c'est le mécanisme psychologique. On n'a pas nié la mauvaise nouvelle, on l'a requalifiée. Les ventes au détail s'effondrent, formidable! La Fed va rester tranquille. Le pétrole flambe, pas grave! Ce sera absorbé par les marges des entreprises. Les taux longs partent en vrille. On regardera ça en septembre à la rentrée. À chaque fois, le raisonnement est techniquement défendable. C'est l'accumulation qui devient gênante. Quand toutes les mauvaises nouvelles, absolument toutes, finissent classées dans la catégorie. Au fond, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plus de l'analyse. C'est un tri sélectif où on a fermé 4 containers sur 5. On attaque donc les performances de la semaine. Donc vous voyez que le pétrole a repris 5,4%, le Nikkei prend 4,74% sur la semaine. Merci la mémoire en général. Et puis le reste, vous voyez, l'argent reprend 1,7%, l'or reprend 0,7%, le SOX reprend 0,4% sur la semaine quand même. Et puis derrière, eh bien, vous avez les indices qui sont plus ou moins à l'équilibre, on va dire, mis à part le Hang Seng qui baisse un peu. Mais le reste, c'est plus ou moins à l'équilibre. Le SMI perd 1%, la France perd 0,9%. Du côté du SMI, nous avons donc Kuehne+Nagel qui est en tête avec la meilleure performance de la semaine, 5,89%. Alcon en deuxième position, on va y revenir dans les vedettes de la semaine. Et puis de l'autre côté, vous voyez, vous avez Roche qui tire un petit peu la langue. Ça aussi, on va en reparler dans les vedettes de la semaine. Et autrement, le reste, c'est pas très spectaculaire. Le SMI perd donc un peu plus de 1%. Après avoir tout de même, il faut le noter, on va le voir sur les graphiques dans quelques instants, avoir battu quand même un plus haut de tous les temps durant cette semaine du 9 au 15 août. On attaque donc les charts de la semaine. Vous voyez le SMI, donc on est toujours et encore dans notre immense tendance haussière que l'on voit très bien sur le graphique ici. Et vous voyez que cette semaine, on est allé chercher quand même brièvement les plus hauts de tous les temps. Ça n'a pas tenu, mais derrière, on n'a fait que de baisser finalement. Mais en début de semaine, on est quand même allé chercher un plus haut ici à 14 633,7 sur le SMI. C'était le plus haut de tous les temps que l'on pouvait retenir et enregistrer. C'est à signaler, mais pour l'instant, on se balade en haut de ce range. Donc ça a deux conséquences. Soit on n'arrive pas à casser, on va revenir chercher, casser cette tendance haussière qu'on avait ici et aller chercher un peu plus bas. Il faudra surveiller ça ces prochains jours. Soit on va réaccélérer et partir un petit peu plus haut, encore une fois, parce que là, clairement, on va sortir de ce range et là, il y aura vraiment la porte ouverte pour continuer à monter très fort et très haut. Maintenant, rappelons-nous quand même qu'à l'intérieur du SMI, il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu trop défensives par rapport à ce qui marche dans le marché aujourd'hui. Le S&P 500, alors lui, c'est juste spectaculaire, il n'y a rien à dire, c'est juste incroyable ce qu'il est en train de nous faire. Alors là, il termine pas au plus haut de la semaine, mais quand même, vous voyez qu'on a cassé ce range latéral et on entame de nouveau une nouvelle construction et ça ne baisse pas. Les mauvais jours, c'est 0,5%, 0,3% de baisse. Mais techniquement, on a l'impression que le S&P est en train de casser la résistance et qu'il va aller chercher assez logiquement, comme JP Morgan l'a annoncé, les 8000. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que les 8000 points sur le S&P, qui devraient être atteints assez rapidement, c'est un target de fin d'année pour la plupart des banques d'affaires américaines. Donc, ce sera toujours assez intéressant de voir ce qu'ils vont nous sortir de tout ça. Le Nasdaq, on n'a pas encore atteint les plus hauts, mais ça ne saurait tarder. On est bien reparti. Là, on a cassé, vous voyez, cette tendance descendante. On le voit très bien ici. Là, on est clairement sorti de la tendance. Donc, on s'ouvre les portes là aussi pour aller chercher les plus hauts historiques. Petit détour par le SOX qui, lui, a encore un peu de boulot à faire. Donc, souvenez-vous, cette correction qu'on a eue sur les semi-conducteurs, de mémoire surtout, qui a quand même bien pesé sur l'indice des semi-conducteurs. Vous voyez qu'on avait perdu 29%, donc on était rentré en bear market. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur le Kospi aussi. Vous voyez que quand on regarde ce qu'il a fait depuis quelques temps, là, on est de nouveau en train de repartir en bull market, quasiment sur le SOX ces derniers jours. Le CAC 40, on a fait un record, c'était au tout début de semaine, sauf erreur. Oui, c'était au tout début de semaine, on a été chercher un plus haut historique sur le CAC et depuis, on rend les clés. Alors bon, c'est prise de profit assez logique, vu qu'il ne se passe pas grand-chose sur les marchés. Du côté du DAX, là, on se balade au plus haut de tous les temps. On est accroché, suspendu au milieu de nulle part. Mais vous voyez aussi que là, pour l'instant, on attend de voir ce que va nous donner le marché américain la semaine prochaine pour savoir si on continue quand même dans cette accélération qui est assez impressionnante. Il faut quand même noter qu'entre le 23 juillet et aujourd'hui, vous voyez qu'on a pris quand même quasiment, pratiquement 2000 points sur le DAX. Le Nikkei, la tendance baissière a été cassée là aussi, il n'y a pas photo. Là, c'est tous les titres de la mémoire qui m'ont aidé à repartir. On n'est pas encore au plus haut tous les temps, mais le Nikkei a vécu une très belle semaine, comme on l'a vu sur les performances.
On a l'or aussi qui s'est bien repris cette semaine. On a atteint les 4400. C'est là où on se traîne plus ou moins pour l'instant dans cette zone-là. Mais là, les gens se sont dit, comme les taux ne vont pas monter de sitôt, excusez-moi le jeu de mots, eh bien, a priori, ça vaut la peine de se remettre un petit peu dans l'or. C'est la théorie du moment. Mais on a la moyenne mobile des 200 jours. C'est la ligne verte qui passe ici, qui risque de poser un petit peu le problème. Et on termine bien sûr avec le pétrole. Alors le pétrole, lui, vous voyez le mois de juillet qu'il a fait. Donc il est bien monté durant le mois de juillet. Et puis ce début de mois d'août, là, il est bien remonté également. Le WTI traîne autour des 82. Le Brent est un peu plus haut. Mais globalement, on voit qu'on fait un peu le même mouvement qu'on a eu dans le courant du mois de juillet. Donc attention. Et là, bien évidemment, ce sera toujours Hormuz qui va décider. Mais on a quand même un support dans la zone des $70. Et tout retour sur ces niveaux-là, sans grande nouvelle fondamentale, sera un signal pour reprendre du pétrole à la hausse. Passons maintenant à la Suisse. Le SMI finit à 14 390 points en baisse de 1,1% sur la semaine avec une petite humiliation au passage. Mardi matin, l'indice avait inscrit un record absolu à 14 669 dans la première demi-heure de séance et il a passé le reste de la semaine à redescendre l'escalier. Alors poser un record le mardi et finir la semaine en baisse de plus d'1%, c'est le genre de trajectoire qu'on ne raconte pas forcément fièrement dans un repas de famille. 3 valeurs qui ont fait la semaine. La vedette numéro 1, c'est Alcon. Le mouvement le plus spectaculaire de la cote et de très loin. Lundi soir, après la clôture de New York, le géant ophtalmique a publié ses semestriels. Chiffres opérationnels convaincants, vente en légère accélération, bénéfices au rendez-vous. Mardi, le titre s'envole de 4,7% et termine largement en tête du SMI. Mercredi, prise de bénéfices, ils rompt 3% et se retrouvent dans les 3 pires performances. Jeudi, ça se calme. Vendredi, 2 relèvements d'objectifs de cours de la part des banquiers zurichois qui remettent l'action en tête de l'indice et 4 séances et 4 rumeurs différentes. Mais le vrai sujet, il est ailleurs. Dans la même publication, Alcon a annoncé l'échec d'un programme de développement de lentilles intraoculaires avec un amortissement de près d'un demi-milliard de dollars. 500 millions passés par perte et profit, un programme de recherche à la poubelle, réaction du marché dès le lendemain, plus 4,7%. Voilà, il faut poser la tasse à café et respirer un bon coup. Une société annonce qu'elle vient de cramer un demi-milliard de dollars sur un produit qui ne verra jamais le jour et le titre monte de près de 5% dans la foulée. C'est exactement le marché de 2026. Ce qui compte, c'est pas ce que vous avez perdu, c'est le rythme auquel vous encaissez. On efface un demi-milliard d'entrées de plumes et on passe au chapitre suivant. Au passage, on notera aussi que pendant la semaine, Bill Ackman, hedge fund manager de son état, a annoncé qu'Alcon faisait partie de sa nouvelle allocation stratégique avec Netflix. Ça fait toujours plutôt pas mal sur le CV. La deuxième vedette de la semaine, c'est Roche. Roche, c'est la vedette dont personne ne parle et qui a pourtant fait le résultat de la semaine. Faites le compte, un mardi, le bon a perdu 1,1%, mercredi encore, et puis jeudi 0,9%, et vendredi 1,9%. 4 séances de baisse d'affilée sur l'un des 3 piliers du SMI. Alors quand vous cherchez pourquoi l'indice a perdu 1,1% sur la semaine alors que le DAX battait des records, arrêtez de chercher, c'est là. Un poids lourd pharma qui recule 4 jours de suite. Ça ne se rattrape pas avec des bonnes performances sur le JTEC et culer la gueule. Mais la vraie information, c'est une ligne technique que tout le monde a survolée. Lundi, le groupe Balois a levé près d'1 milliard de francs sur le marché obligataire en 3 tranches. 5 ans, 10 ans et 15 ans. Les taux obtenus sont 0,78 sur 5 ans, 1,09 sur 10 ans et 1,33% sur 15 ans. Si vous relisez ces chiffres et vous les remettez à côté de ceux dont on parlait tout à l'heure, le même jour, à peu près à la même heure, le Trésor des États-Unis se finançait à 30 ans à 5,26. Roche, une entreprise privée qui vend des médicaments, emprunte sur 15 ans 6 fois moins cher que l'État le plus puissant de la planète. Voilà, ça c'est le vrai résumé de l'état du monde en août 2026 et ça tient en 2 lignes d'un communiqué que personne n'a lu. Les institutionnels préfèrent aujourd'hui prêter à un laboratoire balois qu'à l'oncle Sam. Quand une entreprise devient meilleure signature qu'un État souverain, c'est pas l'entreprise qui est montée, c'est surtout l'État qui est descendu. Bref, à la fin, Roche a quand même vécu une sale semaine, même s'ils ont emprunté 1 milliard à pas cher. La vedette numéro 3, c'est l'UBS, qui gagne sa place non pas à cause du cours ou de sa performance. Le titre a passé la semaine à ne rien faire, entre plus ou moins 0,4%, comme un aimant collé à la porte d'un frigo, mais parce que c'est le dossier qui a occupé tout le pays. Résumé du feuilleton, lundi, la Commission de l'économie et des redevances du Conseil des États se penche à nouveau sur les fonds propres des banques d'importance systémique. Enfin, la banque d'importance systémique. Comprenez
que sur la quantité de capital qu'UBS devra immobiliser pour ne plus jamais représenter un risque pour la Confédération. Conférence de presse annoncée pour mardi, tout le monde attend le verdict. Mardi, verdict, il n'y a pas de verdict. La commission annonce solennellement qu'elle n'a pas encore pris de décision. Mercredi, le Conseil fédéral met en consultation jusqu'au 19 novembre une modification de la loi fédérale sur les banques. Le 19 novembre et on est le 15 août. Donc sur le dossier financier le plus important de l'histoire récente de la Suisse, que faire d'une banque dont le bilan pèse à peu près le double du PIB du pays? La réponse institutionnelle de la semaine est « on en reparle dans 3 mois ». Ouais, on sent quand même que nos politiques, ils sont vraiment à fond et qu'ils ont vraiment envie de s'y mettre, mais quand même pas en été parce qu'il fait encore un peu trop chaud. Le titre, lui, il n'a pas bougé d'un iota, ce qui est finalement la réaction la plus rationnelle qui soit. Il n'y a rien de décidé, donc rien à valoriser. À ce rythme, le dossier des fonds propres d'UBS sera réglé à peu près en même temps que la réouverture du détroit d'Ormuz. Ça, c'est pas sûr. On passe maintenant au en vrac de la semaine. Arista, le boulanger industriel, a passé une belle semaine de merde, semestre en décroissance et surtout l'annonce que le groupe étudie toutes les options pour ses activités en Allemagne, c'est-à-dire son premier marché. Quand une direction vous parle d'étudier toutes les options pour son principal débouché, c'est jamais qu'elle envisage d'y ouvrir 3 boulangeries de plus. En prime, la promesse de rémunérer à nouveau les actionnaires dès 2027 après 10 ans de disette. Le lendemain, bam, downgrade. Tecan, l'équipementier des laboratoires, a confirmé ses ambitions annuelles au sortir d'un semestre pourtant en repli et s'est fait démolir pour la peine, parce que confirmer ses objectifs après un mauvais semestre, ça oblige mécaniquement à faire un second semestre extraordinaire et ça, personne n'y croit. À l'inverse, la vraie star du marché élargi, c'est Comax. Le constructeur lucernois de machines de câblage a publié des entrées de commandes semestrielles en hausse de 12%, confirmé ses objectifs et s'est fait relever sa recommandation à l'achat dans la foulée. 2 séances de hausse violente. Quand l'industrie suisse fonctionne, elle fonctionne vraiment. Bell, le transformateur alimentaire, a dégagé des marges que personne n'avait vu venir. Polypeptide, le sous-traitant pharma Zugua, a dopé ses recettes et relevé sa feuille de route grâce à la croissance fulgurante des traitements métaboliques. Traduisez, les médicaments contre l'obésité continuent de faire vivre la moitié de la chimie fine européenne. Montana Aerospace a augmenté son chiffre d'affaires et rentabilité après son recentrage sur l'aéronautique. Kuros Bioscience, le développeur de substituts osseux, est passé dans le vert avec un vrai bénéfice net après des années de pertes. Et IVF Hartmann a vu ses ventes progresser de 11%. VZ Holding s'est enflammé, nouveaux clients, afflux d'argent frais en hausse, bénéfices en progression. Gérer l'argent des autres reste décidément l'un des métiers les plus solides du pays. Clarion a été la chouchoute des analystes toute la semaine, avec une salve de recommandations positives et un objectif de cours relevé de façon spectaculaire par une banque américaine qui estime que les risques juridiques du groupe s'éloignent après une décision de justice rendue fin juillet. Quand le juge s'en va, c'est l'analyste qui revient. Temenos a lancé un nouveau programme de rachat d'actions de 100 millions de francs qui pourra courir jusqu'en février prochain. La méthode est prouvée. Quand on ne sait plus quoi faire de son cash, on achète ses propres titres et on fait monter le bénéfice par action sans vendre un logiciel de plus. Semaine chargée chez les banques cantonales, Berne, Bâle-Campagne, Saint-Gall, Turgovie et Bâle ont toutes publié leurs comptes semestriels et toutes ont annoncé les bénéfices ou des avoirs sous gestion en progression malgré un environnement de taux qu'ils décrivent unanimement comme difficile. Difficile mais visiblement pas au point d'empêcher de gagner de l'argent. On notera l'élégance de la formulation. Pour finir, Varia US Properties a conclu un accord avec les filiales d'un grand gestionnaire d'actifs canadien pour recapitaliser 13 de ses 17 immeubles résidentiels américains via une co-entreprise. Mobile Zone a fait croître ses recettes grâce à des acquisitions, mais a vu son bénéfice fondre. Stadler Rail va investir 33 millions dans la modernisation de sa fonderie d'acier de Bienne. Travaux à partir de 2027. Infracore a placé qu'une moitié environ de son option de surallocation après une introduction en bourse déjà rabotée avant le départ. MindMaze Therapeutics a terminé sa simplification en cédant ses activités non neurologiques. Et Emskemi a été traité hors dividende, ce qui explique sa baisse. Pas de panique, c'est juste de la mécanique. Et un mot pour la Suisse elle-même, parce que c'est le chiffre le plus surprenant de la semaine et qu'il est passé totalement inaperçu. C'est le PIB suisse qui a progressé de 1,5% au deuxième trimestre selon la première estimation du SECO. Les économistes attendaient entre 0,2 et 0,4% de progression. On a donc fait 3 à 7 fois mieux que prévu, tiré principalement par la chimie et par la pharma. On peut donc se réjouir, et on va se réjouir. Mais je pose quand même la question. Quand la pharma suisse explose ses volumes
au moment précis où l'administration américaine agite la menace des droits de douane sur les médicaments, il y a peut-être, je dis bien peut-être éventuellement, une petite part de ce trimestre qui consiste à pousser des palettes de médicaments vers les États-Unis avant que les droits de douane nous tombent sur la gueule. Si c'est le cas, c'est de la croissance empruntée au trimestre suivant. On verra donc ça en novembre. Prenons maintenant un tout petit peu de hauteur pour la fin de ce Swiss Bliss. Il y a cette semaine 3 anomalies qui, prises séparément, ne veulent rien dire et qui, prises ensemble, racontent quelque chose d'assez inconfortable. Première anomalie, le prix de la peur. La VIX a fini vendredi autour de 14,2, son plus bas niveau depuis 2025. Un VIX à 14, ça signifie que le marché considère qu'un accident dans les 30 prochains jours est peu probable. Or, nous avons une guerre au Moyen-Orient, un détroit stratégique fermé avec des tirs sur navires marchands, un blocus naval, une confrontation directe entre les States et l'Iran et une administration américaine qui gouverne par communiqué de presse. Un VIX à 14 dans ce décor, c'est pas forcément de la sérénité. C'est que plus personne n'achète de protection, et si plus personne en achète, c'est pas parce que le risque a disparu, c'est parce que se couvrir a coûté cher pendant 6 mois sans jamais rien rapporter et que tout le monde a fini par arrêter de le faire. C'est le voisin qui résilie son assurance incendie parce que ça fait 30 ans qu'il paye et que sa maison n'a jamais brûlé. Deuxième anomalie, la divergence action-obligation. J'insiste, parce que c'est le point le plus important de toute l'émission. Les actions ont fini la semaine dans le vert. Le Russell 2000, les petites capitalisations américaines, celles qui sont endettées jusqu'au cou et qui empruntent à taux variable et qui vivent de la consommation domestique, a inscrit un record en séance et en clôture. Et pendant ce temps-là, le coût de la dette longue est monté à son plus haut niveau depuis 19 ans. Les petites sociétés endettées battent des records au moment précis où le prix de leur dette explose. L'une des deux classes d'actifs se trompe. Une seule. Et historiquement, c'est pas celle qui verse des coupons. Troisième anomalie, plus subtile mais la plus révélatrice, cette semaine, les mauvaises nouvelles économiques ont été accueillies comme de bonnes nouvelles et le marché n'a même pas eu besoin de justifier le raisonnement. Vente au détail catastrophique, confiance des ménages en chute libre, emploi qui ralentit, et la lecture unanime a été donc « la fête sera gentille ». C'est une mécanique que j'ai vu fonctionner en 99 quand chaque mauvais chiffre était une raison de plus d'acheter des valeurs Internet. Je l'ai revu en 2007 quand chaque fissure dans l'immobilier américain était une raison d'anticiper une baisse de taux. Elle fonctionne remarquablement bien jusqu'au jour où le marché réalise que si la Banque centrale doit devenir gentille, c'est qu'il y a une raison. Et que la raison, c'est jamais que tout va bien. Alors, est-ce que je vous dis que tout va s'effondrer lundi? Non, pas du tout, absolument pas. Les résultats trimestriels ont été objectivement bestial. La demande d'infrastructure IA est réelle et payée cash. L'économie suisse tourne mieux que prévu. Et un marché peut rester en apesanteur pendant des mois et des mois et des mois. Ça s'est vu, déjà vu et revu et ça se revoit d'ailleurs en ce moment. Et ça se reverra encore. Ce que je dis, c'est que on a construit toute la hausse de cette semaine sur une seule hypothèse, que la Banque centrale américaine ne bougera pas. Pas sur les bénéfices, pas sur la croissance, pas sur la paix au Moyen-Orient, sur le fait que quelqu'un à Washington ne fera rien. Ne rien faire est devenu le principal moteur haussier des marchés mondiaux à l'heure actuelle. Et cette hypothèse repose elle-même sur un chiffre d'inflation qui date de juillet. De là à dire que tout ça est fragile, il y a une frontière que je ne franchirai pas, mais je la regarde quand même avec beaucoup d'attention. Pas de banque centrale à l'horizon pour la semaine qui arrive, ni Fed ni BCE ne se réunissent avant septembre, elles sont officiellement en congé et vu le niveau des débats, c'est peut-être pas plus mal. Cependant, on reparlera des banques centrales durant la session de Jackson Hole qui arrivera la semaine suivante. L'essentiel des sociétés aujourd'hui ont publié leurs résultats, on sait que c'était très bon, mais on est dans un creux estival avec des volumes anémiques et des mouvements qui peuvent partir dans tous les sens sur 3 ordres mal passés ou passés à l'envers. À surveiller le 30 ans américain, parce que c'est là que se joue la vraie histoire. Le baril de Brent autour des $88 et tout communiqué concernant le trafic maritime dans le Golfe après les 2 navires touchés vendredi dernier. Et les statistiques immobilières américaines qui nous diront aussi bien sûr si la hausse des taux longs commence à se transmettre à l'économie réelle. Spoiler, c'est peu probable. Et puis, bien sûr, les déclarations de Trump. Avec lui, on n'est jamais à l'abri d'un truc spectaculaire. On le sait, on l'a vu, on connaît l'oiseau. Voilà, c'est tout. Le reste, c'est du bruit du mois d'août, un bruit caniculaire. Maintenant, on va terminer avec le personnage le plus improbable de la semaine, le ministre pakistanais de la Défense. Mardi, cet homme a pris la parole devant des journalistes et déclaré que les États-Unis et l'Iran sont proches d'un certain arrangement qui évolue en faveur de la paix. Il n'était pas dans la salle des négociations, il ne représente ni Washington ni Téhéran, personne lui a demandé son avis, et pourtant, dans les minutes qui ont suivi, le Brent a perdu $3, le WTI a décroché, les pétrolières européennes vacillaient, et des milliards changeaient de main sur toute la planète.
3 heures plus tard, le pétrole était remonté, comme la fois précédente, comme la fois d'avant. Ce type annonce donc la paix à peu près toutes les 3 semaines depuis le début du conflit, avec la régularité d'un coucou suisse, et à chaque fois, le marché mondial de l'énergie sursaute. Alors voilà ce que ça veut dire concrètement pour vous. Votre deuxième pilier, votre troisième pilier, le fonds de placement que votre conseiller vous a vendu au printemps en vous expliquant qu'il était bien diversifié, leur performance du mois d'août dépend entre autres choses de l'humeur matinale du ministre pakistanais de la Défense. Personne ne vous l'a écrit dans la documentation contractuelle, mais c'est comme ça en ce moment. Allez, passez un excellent week-end, profitez du soleil, ne regardez pas trop le prix du plein d'essence sur la route du Gothard, et on se retrouve samedi prochain pour de nouvelles annonces de paix imminentes, de nouveaux records battus le mardi matin, et un 30 ans américain qui continuera tranquillement de nous expliquer que quelque chose ne va pas. Ce matin, la dette américaine est de 39 913 milliards, on en reparlera lundi matin. D'ici là, comme d'habitude, on like, on commente, on partage et on s'abonne à la chaîne Swissquote en français. Et moi, je vous dis à lundi. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.